Le karma du mariage, un enseignement zen. Pourquoi tu épouses la personne que tu épouses? Au cœur des montagnes de Kyoto, là où les cerisiers murmurent des secrets millénaires au vent, vivait un maître zen dont la sagesse transcendait les mots. Son nom était Takeshi, et depuis des décennies il observait comment les gens venaient à lui avec une question qui résonnait dans leur cœur comme un camp non résolu. Pourquoi me suis-je marié avec la personne avec qui je me suis marié? Ce n'est pas une histoire de destin ou de hasard. C'est un enseignement sur la danse invisible du karma, sur la manière dont nos âmes choisissent les compagnons parfaits pour notre croissance spirituelle, même lorsque notre esprit ne comprend pas ce choix. C'est la révélation que chaque mariage est un miroir sacré, un déji où nous pratiquons le plus profond des arts martiaux, l'amour inconditionnel. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton cœur a choisi précisément cette personne parmi des millions? Pourquoi, malgré les différences et les défis, ton âme a reconnu quelque chose dans la sienne? Cet enseignement zen t'emmènera dans un voyage en 8 étapes vers une compréhension profonde du karma matrimonial, où tu découvriras que chaque conflit est une leçon, chaque moment de tendresse une bénédiction, et chaque jour ensemble une occasion de s'éveiller. Prépare-toi à pénétrer une sagesse qui transformera ta perception de l'amour, du mariage et de ton propre chemin spirituel. Chapitre 1, la rivière des âmes sœurs. Là où deux courants se rencontrent pour la première fois. Au monastère des 1000 grues, le maître Takeshi contemplait la rivière qui coulait à côté du temple. Deux courants d'eau, nés de montagnes éloignées, se rejoignaient exactement devant sa fenêtre, créant de petits tourbillons où leurs eaux se mêlaient pour la première fois. Un matin, un jeune couple vint à lui, leur visage marqué par la confusion et la douleur. Ils étaient mariés depuis à peine 2 ans, mais ressentaient déjà qu'ils avaient commis une terrible erreur. « Maître, dit la femme avec des larmes dans les yeux, nous croyions être des âmes sœurs, mais aujourd'hui nous ne voyons plus que nos différences. Comment avons-nous pu tant nous tromper ?» Takeshi sourit doucement et désigna la rivière. Regardez ces deux courants. L'un vient du glacier du nord, froid et cristallin. L'autre naît des sources chaudes du sud, riches en minéraux. Lorsqu'ils se rencontrent, ils ne deviennent pas identiques. Leurs eaux s'agitent, se heurtent, créent des turbulences. Le couple suivit son regard, observant comment les eaux différentes formaient des motifs complexes là où elles se rejoignaient. Mais regardez plus loin, continua le maître, là où les eaux ont déjà voyagé ensemble un certain temps. Elles ne luttent plus l'une contre l'autre. Elles ont appris à couler comme une seule rivière, plus profonde et plus puissante que chaque courant séparé. Le mari fronça les sourcils. Voulez-vous dire que nos problèmes sont naturels? Je dis que le karma ne vous a pas unis pour que vous soyez identiques, mais pour que chacun devienne plus complet. Tu apportes la passion du feu, elle la sagesse de l'eau. Dans votre choc initial réside la promesse de quelque chose de plus grand, la vapeur qui s'élève vers le ciel. Takeshi se leva et se dirigea vers une petite cérémonie du thé qu'il avait préparée. La première erreur du mariage moderne est de croire que l'amour signifie absence de conflit. Mais voyez-le du point de vue du karma, vous avez choisi, avant de naître, exactement les âmes dont vous aviez besoin pour croître. Vos différences ne sont pas des obstacles, mais des outils. Tout en préparant le thé, il poursuivit. Au moment où deux âmes se reconnaissent, ce n'est pas parce qu'elles sont identiques, mais parce que chacune voit dans l'autre la pièce manquante de son puzzle spirituel. Ton âme savait qu'elle devait apprendre la patience, alors elle a choisi quelqu'un qui la pousserait à la développer. Son âme savait qu'elle devait apprendre à exprimer ses émotions, alors elle a choisi quelqu'un qui l'inviterait à s'ouvrir. La femme cessa de pleurer. Alors nos problèmes sont, des leçons? Chaque dispute est un strat que vous écrivez ensemble. Chaque moment d'incompréhension est une invitation à développer une compassion plus profonde. Le karma du mariage n'est pas cruel, il est infiniment sage. Le maître servit le thé dans 2 tasses différentes, l'une en céramique rustique, l'autre en porcelaine délicate. « Quelle tasse est la meilleure ?» demanda-t-il. « Les 2 remplissent leur rôle », répondit le mari. « Exactement. Dans le mariage karmique, il n'y a pas une personne juste et une autre fausse. Il y a 2 récipients parfaits pour contenir l'expérience que vos âmes sont venues vivre ensemble. » Enseignement du chapitre 1.
Le karma matrimonial n'unit pas les âmes par compatibilité, mais par complémentarité. Chaque différence entre les époux est une invitation divine à la croissance mutuelle. Chapitre 2, le miroir aux 1000 reflets. Là où nous voyons qui nous sommes à travers celui que nous aimons. Quelques semaines plus tard, le jeune couple revint au monastère, mais cette fois accompagné d'un autre couple d'âge mûr, marié depuis 15 ans. « Maître, dit l'homme plus âgé, nous avons entendu parler de vos enseignements. Nous ne nous disputons plus comme ces jeunes, mais nous ne ressentons plus non plus la passion d'autrefois. Est-ce aussi du karma ?» Takeshi les conduisit dans un jardin particulier du monastère, où il avait installé des miroirs de différentes formes et tailles parmi les plantes et les fleurs. « Marchez sur ce sentier, leur indiqua-t-il, mais ne regardez pas directement les miroirs. Observez seulement ce qu'ils reflètent. » En marchant, chaque miroir montrait un aspect différent de leur image, certains les faisaient paraître plus grands, d'autres plus larges, certains ne reflétaient que leurs yeux, d'autres uniquement leurs mains entrelacées. Dans le mariage, expliqua Takeshi, votre conjoint est votre miroir le plus fidèle. Non pas parce qu'il vous montre votre apparence physique, mais parce qu'il vous révèle qui vous êtes spirituellement. Ils s'arrêtèrent devant un miroir particulièrement intrigant qui semblait onduler doucement. Regardez ce miroir. Quand l'eau est agitée, l'image se déforme. Quand elle est calme, elle reflète avec une parfaite clarté. Ainsi fonctionne le karma matrimonial à différentes étapes. La jeune femme toucha la surface du miroir eau. Les premières années sont-elles l'étape de l'eau agitée? Exactement. Dans les premières années, vous apprenez à vous voir à travers l'autre. Tout ce qui vous dérange chez votre partenaire est quelque chose que vous devez guérir en vous-même. Tout ce que vous admirez est quelque chose que vous possédez déjà, mais que vous n'avez pas encore reconnu. L'homme plus âgé hocha lentement la tête. Et ensuite vient le calme. Vient la compréhension. Après des années à vous voir refléter l'un dans l'autre, vous commencez à reconnaître que ce que vous voyez à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Mais voici une nouvelle leçon karmique. Takeshi les guida vers un jardin où 2 arbres anciens avaient poussé si près que leurs branches s'étaient totalement entrelacées. Ces arbres grandissent ensemble depuis 100 ans. Voyez comme leurs branches se sont fusionnées. Ils ne sont plus 2 arbres, mais ils ne sont pas non plus un seul. Ils ont trouvé l'union sans perdre leur identité individuelle. La femme plus âgée soupira. Parfois, j'ai l'impression que nous avons perdu qui nous étions avant de nous marier. Voilà la grande illusion du karma matrimonial mûr, répondit le maître. Vous croyez vous être perdu, alors qu'en réalité vous avez trouvé des versions élargies de vous-même. Le miroir du mariage vous a montré des aspects de votre être que vous n'auriez jamais découvert seul. Il désigna les racines entrelacées des arbres. Regardez sous terre. Leurs racines aussi se sont entremêlées, partageant les nutriments, se soutenant mutuellement durant les tempêtes. C'est ce qui se passe avec les âmes qui ont marché ensemble pendant des années, elles développent un réseau de soutien invisible qui transcende la personnalité. Le jeune homme demanda. Alors l'ennui dans le mariage a aussi un but karmique? L'ennui est l'invitation de l'âme à approfondir. Quand la surface ne vous émeut plus, il est temps d'explorer les profondeurs. Le karma ne vous a pas réunis seulement pour que vous soyez heureux, il vous a réunis pour que vous soyez complet. Enseignement du chapitre 2. Dans le mariage karmique, ton partenaire est le miroir le plus fidèle de ton âme. Tout ce que tu vois chez l'autre, ce que tu aimes comme ce que tu rejettes est une information sur ton propre chemin spirituel. Chapitre 3, la danse des ombres. Là où nous faisons face à ce que nous préférons ne pas voir. Un mois plus tard, une femme arriva seule au monastère, le visage marqué par des années de ressentiment. « Maître, dit-elle d'une voix tendue, j'ai entendu vos enseignements sur le karma matrimonial, mais que se passe-t-il lorsque ton partenaire te blesse à répétition? Est-ce aussi une leçon ?» Takeshi l'invita à s'asseoir dans un jardin où les ombres des arbres dessinaient des motifs complexes sur le sol. « Parlez-moi de ces blessures, dit-il doucement. Mon mari est égoïste, autoritaire. Il doit toujours avoir raison. Il me fait me sentir petite, invisible.
Nous vivons ainsi depuis 12 ans. Et vous, comment répondez-vous à cela? La femme fut surprise par la question. Moi, j'essaie de lui plaire, de ne pas créer de conflit. Mais à l'intérieur, je le juge constamment. Je le critique dans mon esprit tout le temps. Takeshi désigna les ombres au sol. Voyez ces ombres? Elles existent uniquement parce qu'il y a de la lumière. Sans lumière, pas d'ombre. Sans ombre, nous ne pourrions pleinement apprécier la lumière. Il se leva et s'approcha d'une ombre particulièrement nette. Dans le mariage karmique, votre conjoint ne reflète pas seulement vos qualités lumineuses. Il projette aussi les ombres que vous préférez ne pas voir en vous-même. Voulez-vous dire que je suis comme mon mari, demanda-t-elle, indignée. Je vous suggère d'explorer cette possibilité. Vous dites qu'il est autoritaire? De quelle manière exercez-vous le contrôle dans la relation? La femme mit plusieurs minutes à répondre. Moi, je contrôle en maintenant la paix. Je contrôle en évitant les conflits. Je contrôle en étant la victime. Et vous dites qu'il est égoïste? Quand êtes-vous égoïste? Un autre long silence. Quand je me martyrise. Quand je me sacrifie pour le rendre coupable. Quand j'utilise ma douleur comme une arme. Takeshi acquiesça avec compassion. Le karma matrimonial le plus difficile à comprendre est celui qui nous confronte à nos propres ombres. Votre mari joue les aspects de vous que vous avez réprimés. Vous incarnez les aspects de lui qu'il a réprimés. Ils marchèrent vers une fontaine où l'eau, en tombant, créait à la fois de la lumière et de l'ombre. Mais maître, comment cela peut-il être juste? Pourquoi dois-je souffrir pour apprendre? La question la plus profonde n'est pas pourquoi vous devez souffrir, mais pourquoi vous avez choisi d'apprendre de cette façon. Avant de naître, votre âme a choisi ce chemin particulier de croissance. Non pas par masochisme, mais parce qu'elle savait que cette expérience vous mènerait à une compréhension que vous n'auriez pu obtenir autrement. Takeshi prit une poignée d'eau de la fontaine. Regardez cette eau. Pour qu'elle soit pure, elle doit passer par des filtres, être pressée, purifiée. Le processus n'est pas confortable pour l'eau, mais il est nécessaire à sa pureté. Votre mariage est le processus de purification que votre âme a choisi. Alors je dois rester dans une relation toxique? Vous devez rester dans le processus d'apprentissage. Mais apprendre peut signifier transformer la relation de l'intérieur, ou bien compléter la leçon et partir. Vous seul pouvez savoir quel est votre chemin. La clé est de partir depuis la sagesse, non depuis la réactivité. Comment puis-je faire la différence? Lorsque vous pourrez voir votre mari avec compassion plutôt qu'avec ressentiment, lorsque vous pourrez le remercier d'être votre maître le plus exigeant, alors vous saurez que la leçon est achevée. À ce moment-là, vous pourrez choisir consciemment de poursuivre la relation depuis un nouvel endroit ou de suivre des chemins séparés. Enseignement du chapitre 3. Le karma matrimonial le plus exigeant nous confronte à nos propres ombres. Ce que nous rejetons le plus chez notre partenaire est souvent ce que nous devons le plus intégrer en nous-mêmes. Chapitre 4. Le jardin des saisons. Là où nous apprenons que tout mariage a ses cycles naturels. Avec le changement de saison, un jeune couple tout juste marié, rayonnant de bonheur, arriva au monastère accompagné de leurs parents, mariés depuis 30 ans et qui semblaient avoir perdu toute étincelle. « Maître, dit la jeune mariée, nous voulons savoir comment garder cet amour vivant pour toujours. Mes parents disent que c'est impossible, que l'amour s'éteint. Est-ce vrai? » Takeshi les conduisit dans un jardin particulier divisé en 4 sections, chacune représentant une saison de l'année. « Observez ce jardin, dit-il. Au printemps, tout est explosion de couleurs, vie nouvelle, promesse de fruits. En été, l'abondance est à son apogée. En automne, une autre beauté apparaît, la sagesse de ce qui a mûri. En hiver, une mort apparente, mais en réalité, une régénération profonde. Ils marchèrent d'abord vers la section du printemps, où les cerisiers fleurissaient avec exubérance. Les premières années du mariage sont comme ce printemps karmique. Tout est neuf, excitant, plein de possibilités. Vous vous découvrez mutuellement,
chaque jour apporte des révélations. C'est magnifique, mais aussi fragile. La mère de la mariée soupira. Je me souviens de cette époque. Puis vient l'été matrimonial, poursuivit Takeshi en les guidant vers la section la plus abondante du jardin. Et ici, vous construisez ensemble, maison, famille, carrière. C'est l'époque de la plus grande productivité extérieure. Il y a moins de romantisme spontané, mais plus de solidité dans la construction. Le père du marié acquiesça. Ce furent des années intenses. Belles, mais intenses. Ensuite arrive l'automne du mariage, dit le maître en s'arrêtant devant des arbres chargés de fruits dorés. Les enfants grandissent, les carrières se stabilisent. Il y a moins de passion dramatique, mais davantage de profondeur. C'est le moment où vous vous connaissez réellement, où l'amour devient plus sage. Et l'hiver, demanda la jeune mariée avec une certaine appréhension. Ils entrèrent dans la section où les arbres étaient dépouillés, mais où leurs racines apparaissaient plus profondes et plus solides. L'hiver matrimonial est le plus mal compris. Il semble qu'il n'y ait plus rien de vivant en surface. Beaucoup de couples se séparent ici, croyant que l'amour est mort. Mais regardez les racines. Il désigna les réseaux complexes de racines entrelacées sous la terre. En hiver, toute l'énergie de l'arbre se concentre dans ses racines. Dans le mariage, c'est le moment où l'amour extérieur s'intériorise. Il est moins visible, mais plus profond que jamais. C'est l'amour qui transcende la passion, qui repose sur la reconnaissance de l'âme. La mère du marié, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Nous sommes en hiver. Je pensais que nous avions échoué. L'échec serait d'essayer de faire de l'hiver un printemps. Chaque saison du karma matrimonial a sa propre beauté et son propre but. Takeshi s'assit sur un banc d'où l'on pouvait voir simultanément les 4 saisons. Mais voici le secret que très peu de couples comprennent, les saisons sont cycliques, non linéaires. Après le premier hiver, vient un nouveau printemps. Mais c'est un printemps différent, plus conscient, plus profond. Voulez-vous dire que nous pouvons retomber amoureux, demanda le père de la mariée. Vous pouvez tomber amoureux de nombreuses fois de la même personne, mais chaque fois sera différente. Au deuxième printemps, vous tombez amoureux non seulement de qui est votre partenaire, mais aussi de ce que vous êtes devenus ensemble. Au deuxième été, vous construisez non seulement des choses extérieures, mais une sagesse partagée. Les 8 regards étaient fixés sur lui avec fascination. Le karma matrimonial est infiniment généreux. Il vous offre autant d'occasions de vous redécouvrir que vous êtes prêt à en saisir. Mais vous devez comprendre que chaque saison a sa perfection. Ne cherchez pas à forcer le printemps en hiver, ni à exiger les fruits de l'automne au printemps. Enseignement du chapitre 4. Tout mariage karmique traverse des saisons naturelles. L'erreur est de résister au cycle naturel ou de juger une saison selon les critères d'une autre. Chaque phase a sa propre perfection et son propre but. Chapitre 5, le pont de la communication sacrée. Où les mots deviennent médecine ou poison. Un après-midi orageux, un couple en crise évidente arriva au monastère. Même en attendant d'être reçu, ils s'échangeaient des regards de reproche et soupiraient avec exaspération. « Maître, dit le mari avant même de s'asseoir, nous n'arrivons plus à communiquer. Tout ce que je dis est mal. Tout ce qu'elle dit m'agace. Comment le karma peut-il expliquer cela ?» Sa femme ajouta aussitôt. « Il ne m'écoute jamais vraiment. Il attend seulement son tour pour se défendre. » Takeshi les observa un long moment, remarquant comment leur corps était orienté pour éviter le contact visuel. Puis il dit calmement. « Suivez-moi. » Il les conduisit vers un pont de bambou traversant un petit ruisseau. Au centre, il avait disposé 2 coussins, l'un en face de l'autre. « Asseyez-vous ici. » Lui à l'est, elle à l'ouest. Une fois installés, il ajouta. « Pendant les 10 prochaines minutes, vous ne pouvez pas parler de problèmes, de plaintes ni de reproches. Vous ne pouvez partager qu'une seule chose, ce que vous avez vu chez l'autre le jour où vous avez décidé de vous marier. » « Mais maître, protesta la femme, c'était il y a 8 ans. » « Justement,
répondit Takeshi. Avant que les blessures ne recouvrent la vision originelle. Après un silence gêné, le mari commença timidement. J'ai vu que c'était la personne la plus généreuse que j'avais jamais rencontrée. Avec ses amis, avec sa famille, avec moi. Elle le regarda, surprise. Elle avait oublié qu'il la voyait ainsi. Moi, dit-elle après une pause, j'ai vu quelqu'un qui se souciait vraiment. Quand il disait qu'il allait faire quelque chose, il le faisait. Il était digne de confiance. Leurs voix s'adoucirent peu à peu en évoquant ses souvenirs. Maintenant, dit Takeshi, je veux que vous compreniez quelque chose sur le karma de la communication conjugale. Voyez-vous où vous êtes assis? Ils regardèrent autour d'eux. Ils étaient au centre d'un pont, au-dessus d'une eau en mouvement, avec une terre solide à chaque extrémité. La communication sacrée dans le mariage exige que vous vous rencontriez sur un territoire neutre, ni sur son terrain, ni sur le vôtre, mais dans un espace sacré entre vous deux. Le pont. Comment atteindre ce pont quand nous sommes en pleine dispute? Demanda la femme. Première règle du karma communicatif, avant de parler, demandez-vous si vos mots vont construire le pont ou le brûler. Vos paroles ont un pouvoir karmique, elles créent la réalité que vous vivrez ensemble. Takeshi s'assit aussi sur le pont, formant un triangle. Deuxième règle, parlez depuis votre blessure, pas depuis votre colère. La colère est la blessure qui se défend. Mais quand vous parlez directement depuis la blessure, le cœur de l'autre s'ouvre automatiquement. Pouvez-vous nous donner un exemple? Demanda le mari. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », ce qui est de la colère, dites « je me sens invisible quand tu abordes d'autres sujets pendant que je partage quelque chose d'important », ce qui est la blessure. La femme acquiesça lentement. C'est très différent. Troisième règle, souvenez-vous que vous parlez à votre maître spirituel le plus important. Cette personne est entrée dans votre vie pour vous enseigner quelque chose de crucial sur l'amour. Même dans le conflit, surtout dans le conflit. Et si l'autre ne suit pas ces règles, demanda le mari. Vous ne pouvez contrôler que votre part du karma communicatif. Mais lorsqu'une personne change véritablement sa manière de communiquer, tout le système commence à se transformer. Il est impossible de maintenir une dispute quand une seule personne se bat. Il montra alors le ruisseau sous le pont. Regardez cette eau. Quand elle rencontre une pierre, elle ne lutte pas contre elle. Elle la contourne, la façonne doucement et, avec le temps, la transforme. La communication karmique est comme l'eau, persistante mais douce, puissante mais non violente. Cela signifie-t-il que nous ne devons jamais exprimer de colère? Demanda-t-elle. Cela signifie exprimer la colère depuis la conscience, non depuis l'inconscience. Je suis en colère parce que j'ai eu mal que tu n'aies pas pensé à notre anniversaire, est très différent de « tu es un insensible qui ne se soucie de rien ». Lorsqu'ils se levèrent du pont, Takeshi remarqua qu'ils marchaient désormais plus près l'un de l'autre. Enseignement du chapitre 5. Dans le karma matrimonial, chaque mot est une graine que nous plantons dans le jardin de notre relation. La communication sacrée exige de se rencontrer sur un territoire neutre et de parler depuis la blessure, non depuis la défense. Chapitre 6, l'alchimie du pardon. Là où les blessures se transforment en sagesse. 2 semaines plus tard, la femme qui était venue seule revint au monastère, mais cette fois accompagnée de son mari. Tous deux semblaient différents, leurs visages portaient moins de tension, mais aussi une certaine gravité, comme s'ils avaient entrepris un profond travail intérieur. « Maître, dit-elle, j'ai pratiqué ce que vous m'avez appris sur les ombres. J'ai vu mes propres schémas de contrôle et de victimisation. Mais maintenant, j'ai une question plus difficile, comment pardonner des années de blessures mutuelles ?» Son mari ajouta, « Nous avons tous deux fait des choses blessantes. Nous avons été cruels par nos paroles, nous avons brisé des promesses. Est-il possible que le karma nous permette de recommencer à zéro ?» Takeshi les conduisit vers une section du jardin qu'ils n'avaient encore jamais vue, un laboratoire d'alchimie ancienne, avec des récipients de verre, des herbes en train de sécher, et un petit four allumé. « Connaissez-vous l'art de l'alchimie » demanda-t-il en allumant une bougie spéciale. « À transformer les métaux communs en or » répondit la femme.
Voilà l'alchimie extérieure, que très peu ont maîtrisée. Mais il existe une alchimie intérieure, que tout mariage karmique est destiné à apprendre, transformer le plomb des blessures en l'or du pardon. Il prit un récipient contenant ce qui ressemblait à une terre très sombre, presque noire. Cette terre vient d'une forêt dévastée par un incendie il y a 3 ans. Elle semble être la mort pure, n'est-ce pas? Tous deux acquiescèrent. Mais observez ceci. Il prit quelques graines et les planta dans cette terre noire. Les cendres de ce qui a été détruit deviennent le sol le plus fertile pour une nouvelle vie. Le feu n'a pas seulement détruit, il a aussi enrichi. Il les guida vers le four, où de petites flammes dansaient sans cesse. Dans l'alchimie du mariage, le pardon ne signifie pas faire semblant que les blessures n'ont jamais existé. Cela signifie transformer la douleur en compréhension, la colère en compassion, la séparation en une connexion plus profonde. Mais comment? Demanda le mari. Parfois, je ressens tant de ressentiment que je ne sais pas si c'est possible de le dépasser. Le premier pas est de comprendre que le ressentiment est un attachement au passé. C'est comme porter une pierre brûlante en espérant qu'elle brûle l'autre. L'alchimie du pardon commence lorsque vous réalisez que c'est vous qui êtes en train de vous brûler. Takeshi prit 2 petits récipients de verre. Déposez ici vos blessures les plus profondes. Non pas les mots, mais l'essence énergétique de la douleur. Ce fut un processus silencieux et profond. Tous deux fermèrent les yeux et, après plusieurs minutes, ils semblèrent avoir déposé quelque chose d'invisible dans leur récipient. Maintenant, dit le maître, nous allons pratiquer la véritable alchimie. Vous allez transformer ces blessures en enseignement. Ah, comment? Demandez-vous, qu'est-ce que cette blessure m'a appris sur moi-même? Quelle force ai-je développée que je n'avais pas auparavant? Quelle compréhension ai-je gagnée sur l'amour, sur les limites, sur mon propre pouvoir? La femme parla la première. Ma blessure m'a appris que je vivais pour plaire aux autres au lieu d'honorer ma propre vérité. Elle m'a obligé à trouver ma voie. Son mari poursuivit. Ma blessure m'a montré que mon besoin de contrôle venait de la peur. Elle m'a appris que le véritable amour exige de la vulnérabilité. Voyez ce qui vient de se produire, demanda Takeshi. Vous avez transformé le plomb en or. La blessure n'est plus seulement douleur, elle est maintenant sagesse. Il mélangea le contenu des 2 récipients dans un plus grand. Mais l'alchimie la plus profonde se produit lorsque vous pouvez remercier la personne qui vous a blessé d'avoir été votre maître. Non pas parce que cela a été agréable, mais parce que cela vous a forcé à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais choisie consciemment. Devons-nous être reconnaissants d'avoir souffert? Non pas d'avoir souffert, mais d'avoir grandi. La souffrance fut la méthode, la croissance est le résultat. Le karma conjugal utilise des méthodes que l'ego n'aurait pas choisies, mais que l'âme reconnaît comme nécessaires. Le mari prit la main de sa femme pour la première fois depuis des mois. Je crois que je commence à comprendre. Je n'ai pas besoin d'être heureux que cela soit arrivé, mais je peux être reconnaissant de ce que je suis devenu grâce à cela. Exactement. Et lorsque vous pouvez tous deux maintenir cette perspective, un miracle se produit, vous vous libérez du karma répétitif. Vous n'avez plus besoin de créer les mêmes blessures, parce que vous en avez extrait l'enseignement. Enseignement du chapitre 6. Le pardon karmique n'est pas l'oubli, c'est l'alchimie. Transformer les blessures en sagesse, la douleur en compassion, et le ressentiment en gratitude pour les leçons reçues. Chapitre 7, le temple de l'intimité sacrée. Là où 2 deviennent un sans perdre leur individualité. À la veille du festival de la pleine lune, un couple marié depuis 25 ans arriva au monastère. Contrairement à d'autres visiteurs, ils irradiaient une sérénité particulière, mais leurs yeux portaient une question profonde. Maître Takeshi, dit la femme, nous avons appliqué beaucoup de vos enseignements et notre mariage s'est transformé. Mais maintenant, nous sentons que nous sommes au seuil de quelque chose de plus profond. Parfois, lorsque nous méditons ensemble, nous vivons des moments où les frontières entre nous disparaissent. Qu'est-ce que c'est? Son mari ajouta, c'est magnifique, mais aussi un peu déconcertant. Sommes-nous en train de perdre nos identités individuelles? Ce soir-là, sous la pleine lune,
Takeshi les conduisit vers un petit temple circulaire qui était resté fermé lors de leur séjour précédent. Au centre se trouvaient 2 coussins de méditation disposés d'une manière très particulière, non pas face à face, mais légèrement superposés, formant une figure semblable au symbole du yin-yang. « Voici le temple de l'intimité sacrée », dit-il en allumant un encens spécial. Un peu de couples parviennent jusqu'ici, car il faut avoir complété les leçons précédentes. Le couple observa les murs du temple, où des peintures anciennes représentaient des couples dans différentes formes d'union, certains dansaient, d'autres méditaient, d'autres encore restaient simplement assis dans un profond silence. Ce que vous vivez, poursuivit Takeshi, c'est l'éveil de la véritable intimité karmique. Non pas seulement une intimité émotionnelle ou physique, mais l'intimité de l'âme. Il s'assit en lotus devant eux. Dans les mariages ordinaires, 2 personnes essaient de trouver le bonheur ensemble. Dans les mariages karmiques conscients, 2 âmes se reconnaissent comme des aspects du même être supérieur, vivant la séparation temporaire pour se souvenir de l'union éternelle. « Sommes-nous la même âme » demanda la femme. « Vous êtes des émanations de la même source, comme 2 rayons du même soleil. Vous conservez votre individualité unique, le rayon du matin est différent de celui du soir mais tous 2 proviennent de la même lumière. » Takeshi désigna les coussins superposés. « Asseyez-vous ici. Vous allez expérimenter la méditation de l'union consciente. » Une fois installé, il leur donna ses instructions. « Fermez les yeux et synchronisez votre respiration. Ne forcez rien, laissez simplement vos rythmes naturels s'aligner. » Après quelques minutes, leur respiration s'était parfaitement accordée. Maintenant, sans ouvrir les yeux, étendez votre conscience vers le cœur de votre partenaire. N'envahissez pas, ne cherchez pas d'informations. Reconnaissez simplement la présence de l'autre. Le silence s'approfondit. La pleine lune répandait une lumière douce qui les enveloppait. Maintenez votre individualité tout en embrassant la présence de l'autre. Vous êtes comme 2 bougies dont les flammes se touchent sans s'éteindre. Après 20 minutes, il leur demanda d'ouvrir lentement les yeux. « Qu'avez-vous expérimenté » demanda-t-il. Le mari parla le premier, d'une voix douce. « Par moments, je ne savais plus où je finissais et où elle commençait. Mais je ne me suis pas senti perdu. Je me suis senti élargi. J'ai ressenti la même chose, » ajouta la femme. C'était comme si mon cœur était devenu plus grand, capable de contenir à la fois mon expérience et la sienne. Voilà l'intimité sacrée, expliqua Takeshi. Ce n'est pas perdre le soi, c'est découvrir que le soi est bien plus vaste que vous ne le croyez. Votre mariage karmique vous prépare à cette expansion de conscience. Il s'avança vers une fresque murale représentant 2 arbres dont les cimes étaient entrelacées mais dont les racines restaient séparées. Regardez cette image. Les arbres conservent leurs systèmes racinaires individuels, leur personnalité, leur histoire, leurs caractéristiques uniques mais leurs cimes se sont fondues en une canopée commune. C'est l'union sans perte d'identité. Tous les mariages peuvent-ils atteindre cela ? Demanda la femme. Tous les mariages karmiques évoluent vers cela, mais à des rythmes différents. Certains ont besoin de nombreuses vies pour atteindre ce niveau d'intimité consciente. D'autres, comme vous, y parviennent en une seule incarnation parce qu'ils ont accompli le travail intérieur nécessaire. Et après, demanda le mari. Y a-t-il quelque chose au-delà ? Takeshi sourit mystérieusement et montra une petite porte au fond du temple, qu'il n'avait pas remarquée. Il existe un dernier enseignement, mais il transcende le mariage individuel. Il concerne la manière dont les couples ayant atteint l'intimité sacrée deviennent des serviteurs de l'évolution consciente de l'humanité. Vous voulez dire que notre mariage a un but plus grand. Votre amour personnel s'est tellement purifié qu'il peut maintenant devenir un canal pour l'amour universel. Vous devenez un phare pour d'autres couples, des maîtres vivants de ce qui est possible dans l'union humaine. La lune avait atteint son zénith, baignant le temple de sa lumière argentée. Pour cette nuit, contentez-vous d'intégrer cette expérience. Revenez demain au crépuscule pour l'enseignement final. Enseignement du chapitre 7. L'intimité sacrée dans le mariage karmique n'est pas la perte de l'individualité,
mais l'expansion de la conscience qui embrasse à la fois le soi individuel et le soi unifié. Deux flammes qui se touchent sans s'éteindre. Chapitre 8, le cercle complet. Là où le mariage devient service au réveil collectif. Au crépuscule du jour suivant, le couple revint ponctuellement. Cette fois, Takeshi les attendait près de la petite porte au fond du temple, désormais ouverte, révélant un jardin circulaire secret où d'autres couples méditaient en silence. « Bienvenue dans le jardin du service sacré », dit-il doucement. Et ici se rassemblent les couples qui ont achevé leur processus karmique individuel et ont choisi de consacrer leur union au service de l'évolution consciente. Les couples présents dans le jardin étaient d'âges variés, mais tous irradiaient une sérénité profonde et une connexion palpable. « Combien de couples y a-t-il ici » demanda la femme. Ce jardin physique accueille 12 couples de cette région. Mais il existe des jardins similaires dans le monde entier. Nous sommes des milliers de couples à avoir compris le véritable but du karma matrimonial. Il les conduisit vers le centre du jardin, où se trouvait une fontaine particulière, l'eau jaillissait de 2 sources séparées, s'unissait dans un bassin central, puis s'écoulait vers 8 canaux irriguant tout le jardin. Cette fontaine représente le mariage karmique accompli, expliqua Takeshi. 2 sources individuelles s'unissent sans perdre leur origine, et cette union nourrit tout ce qui les entoure. Ils s'assirent près de la fontaine, et peu à peu les autres couples s'approchèrent, formant un cercle. Lorsqu'un couple a guéri son karma individuel, poursuivit le maître, lorsqu'il a transformé ses blessures en sagesse, lorsqu'il a atteint l'intimité sacrée, une question surgit naturellement, à quoi d'autre sert notre amour ? Un homme âgé du cercle prit la parole. Nous sommes mariés depuis 40 ans. Les 20 premières années ont servi à apprendre les leçons que vous enseignez. Les 20 dernières ont servi à transmettre ces leçons aux autres. Sa femme ajouta. Notre maison est devenue un refuge pour les couples en crise. Nous ne prêchons pas et nous ne conseillons pas. Nous vivons simplement l'amour conscient, et cela devient un enseignement vivant. Un couple plus jeune partagea à son tour. Nous avons créé des ateliers pour les couples fiancés. Nous leur enseignons que le mariage est un chemin spirituel, et pas seulement un contrat social. Takeshi acquiesça. Voyez-vous le schéma ? Quand l'amour personnel est complètement purifié, il devient naturellement amour universel. Votre mariage cesse d'être uniquement pour vous et devient un don pour le monde. Mais comment savoir si nous sommes prêts pour ce service ? Demanda la femme visiteuse. Vous le réalisez lorsque vous n'avez plus besoin de travailler constamment sur votre relation. Quand l'amour circule sans effort, quand les conflits se résolvent rapidement parce que vous êtes tous deux engagés envers la vérité plutôt qu'envers le fait d'avoir raison. Un couple d'âge mûr s'avança. On s'en rend compte aussi quand d'autres couples commencent à vous chercher naturellement, sans que vous vous présentiez comme conseiller. L'amour conscient est magnétique. Et, ajouta Takeshi, quand vous pouvez voir chaque mariage rencontré heureux ou en crise comme parfait pour l'étape où ces âmes se trouvent dans leur évolution. Vous ne jugez plus les mariages imparfaits car vous reconnaissez qu'ils sont tous parfaits pour l'apprentissage nécessaire. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée qui faisait briller l'eau de la fontaine comme de l'or liquide. Il existe des niveaux de service matrimonial, poursuivit le maître. Certains servent en étant des exemples silencieux d'amour conscient. D'autres enseignent directement. Certains écrivent, d'autres créent des communautés. Mais tous ont un point commun, leur amour personnel est devenu transpersonnel. Et si nous choisissons de ne pas servir de cette manière, demanda le mari. Il n'y a aucune obligation. Certains mariages karmiques accomplissent leur but simplement en atteignant l'union consciente. C'est déjà une contribution immense au champ collectif de l'humanité. Chaque couple qui guérit son karma élève la vibration de l'amour sur toute la planète. L'un des couples les plus âgés se leva. Cela fait 15 ans que nous servons ainsi. Je peux vous dire que c'est la période la plus satisfaisante de notre mariage. Quand votre amour sert quelque chose de plus grand que vous, il croît à l'infini. Takeshi se leva et marcha vers la fontaine centrale. Le secret ultime du karma matrimonial est celui-ci, vous êtes venus ensemble non seulement pour guérir et évoluer individuellement, mais pour contribuer à l'évolution consciente de l'humanité.
Votre amour est une cellule dans le corps de l'humanité. Quand cette cellule est saine, tout le corps en bénéficie. Il prit de l'eau de la fontaine et la laissa couler entre ses doigts. Certains d'entre vous serviront en enseignant, d'autres en guérissant, d'autres simplement en étant des phares de possibilités. Mais tous ceux qui ont achevé le voyage du karma matrimonial deviennent, d'une manière ou d'une autre, des serviteurs de l'amour avec un A majuscule. La première étoile apparut dans le ciel crépusculaire. Votre voyage individuel du karma matrimonial s'achève lorsque vous reconnaissez qu'il n'a jamais été individuel. Il a toujours fait partie d'un réveil collectif plus vaste. Votre amour personnel était la préparation pour servir l'amour universel. Les couples du jardin se prirent par la main, formant une chaîne humaine autour de la fontaine. Bienvenue, dit Takeshi au couple visiteur, dans le cercle complet du karma matrimonial. Que votre amour soit une bénédiction pour tous les êtres. Enseignement du chapitre 8. Le but ultime du karma matrimonial est de transformer l'amour personnel en service universel. Les couples qui achèvent leur guérison individuelle deviennent naturellement maîtres et guérisseurs pour l'évolution consciente de l'humanité. Des années plus tard, alors que le maître Takeshi se préparait à sa transition finale, il dicta ces paroles à ses disciples. Le mariage karmique est le yoga le plus avancé qui existe. C'est la pratique d'aimer pleinement un autre être humain, avec toutes ses imperfections, jusqu'à ce que tu reconnaisses que cet amour est le reflet de l'amour divin que tu es. Il est facile d'aimer Dieu dans le temple, dans la nature, dans la méditation silencieuse. Mais peux-tu aimer Dieu dans la personne qui laisse la vaisselle sale, qui arrive en retard, qui est de mauvaise humeur le matin? Voilà l'épreuve suprême. Le karma ne vous unit pas à votre moitié parfaite. Il vous unit à votre maître parfait. Et vous êtes le maître parfait pour cette personne. Chaque mariage a le potentiel d'être une porte vers l'éveil spirituel. Mais cela exige que vous compreniez que vous ne vous êtes pas marié pour être heureux, mais pour être complet. Le bonheur est un sous-produit, la complétude est le but. Souvenez-vous toujours, vous vous êtes choisis mutuellement avant même le temps. Faites confiance à ce choix, surtout quand vous ne le comprenez pas. L'âme c'est des choses que l'esprit mettra des années à comprendre. Et lorsque vous aurez achevé toutes les leçons, lorsque vous aurez guéri toutes les blessures, lorsque vous aurez trouvé l'union sacrée, alors vous comprendrez la vérité ultime, vous n'avez jamais été deux. Vous avez toujours été un, jouant à être deux pour vous rappeler la joie de vous reconnaître. Réflexion finale. Cet enseignement zen nous invite à voir le mariage non pas comme une quête de confort ou de bonheur, mais comme le chemin spirituel le plus profond et le plus transformateur. Chaque défi est une opportunité, chaque conflit est une leçon, et chaque instant d'amour véritable est un éclat de la vérité éternelle que nous sommes. T'es-tu marié avec la personne qu'il fallait? La réponse du zen est, tu t'es marié exactement avec la personne dont ton âme avait besoin pour s'éveiller à l'amour que tu es réellement.